Bonjour et bienvenue à l'Académie des sciences. Les Académies des sciences ont été très attristés de voir que beaucoup d'enfants n'ont pas eu d'école pendant longtemps. Alors nous lançons une opération qui s'appelle Cet été avec les sciences. Mais rassurez-vous, ce n'est pas des devoirs de vacances, c'est une opération qui s'adresse non pas directement aux enfants ou aux jeunes, mais qui s'adresse aux formateurs, aux directeurs de colonies de vacances, aux directeurs de centres aérés, etc. Dans quelques jours, sur le site de l'Académie des sciences, académie-sciences.fr, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura des informations sur 3 thèmes. Le premier, c'est le traçage numérique. Le deuxième, c'est le climat sur la Terre. Et le troisième, c'est une épidémie à comprendre. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 personnes qui vont discuter rapidement de 3 questions consacrées à l'épidémie. Je vous les présente tout de suite. À ma gauche, vous avez donc Pascal Cossard, qui est une microbiologiste, et donc il s'y connaît bien en virus et sales bêtes. Et vous avez ici Haïm Korsia, qui est un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui par ailleurs est le grand rabbin de France. Je ne sais pas si c'est ce que c'est qu'un virus, mais on verra bien. Alors j'ai préparé 3 questions, et je vais vous dire tout de suite, ils les connaissent déjà, je leur ai envoyé ces questions il y a quelques jours, donc je ne les prends pas par surprise. Première question. La période que nous venons de traverser a montré un aspect inhabituel de la science. On a vu toutes sortes de spécialistes dire tout et son contraire. Le grand public se pose des questions sur le concept même de vérité scientifique, tout particulièrement en médecine. Pensez-vous que la science sort discréditée de cette période? Honneur à Pascal, je t'écoute. Bon, c'est vrai que la science a été au devant de la scène depuis le début du mois de mars. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème grave, urgent, et très vite, le grand public et surtout les politiques se sont tournés vers les scientifiques. Donc la science a été à l'honneur parce que déjà, ça montrait que les politiques avaient confiance dans la science, ils espéraient que les scientifiques allaient donner une réponse. Donc les scientifiques se sont mis à travailler. Mais, à mon avis, il y avait 3 problèmes. Le premier, c'est qu'on n'avait pas vraiment anticipé. Les gens n'étaient pas forcément prêts. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des essais cliniques qui ont été pris dans plusieurs directions, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et qu'il n'y avait pas une coordination qui était bien. Pourquoi on a eu un appel d'offres qui a été lancé par l'OMS, un appel d'offres qui a été lancé par l'INSERM, et un autre appel d'offres qui a été lancé par les Britanniques. Ça, c'était une première chose qui n'était pas terrible. La deuxième chose qui a été un tout petit peu négative aussi, c'est que les politiques ont caché le fait qu'ils n'avaient pas de masque. Ils ont fait des déclarations qu'ils ont contredites par la suite. Enfin, la troisième chose, c'est qu'on a assisté au grand bal des égos. On a eu des scientifiques qui ont souhaité se retrouver sur le devant de la scène, et qui ont utilisé par moments des moyens qui étaient vraiment à la limite de ce qu'on peut accepter pour un scientifique. Donc, à cette situation, on réalise qu'on a fait appel aux scientifiques, on avait confiance dans les scientifiques, mais il y a eu des événements qui ont un peu discrédité la confiance qu'on avait dans les scientifiques. Ceci dit, à la fin de tous ces événements, moi ce que je crois, c'est que la science n'est pas discréditée, parce que le grand public, les politiques, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent le vaccin. Et ils l'attendent de qui? Des scientifiques. Ils attendent les médicaments. Ils l'attendent de qui? Des scientifiques. Le temps, ils ont réalisé que le temps était extrêmement important, et je pense qu'à la fin, on est en train d'avoir confiance dans les scientifiques, et on attend que les scientifiques donnent une réponse. Donc je reste quand même assez positive sur les résultats de toute cette épidémie pour ce qui est du regard que les politiques et du regard que le grand public a sur la science. Merci Pascal. Alors Haïm, est-ce que nous sommes discrédités? Non, moi je suis absolument d'accord avec Pascal, parce que C'est un principe. d'abord c'est un principe, et deuxièmement là c'est lumineux parce qu'elle a pointé le problème. D'abord, de mon point de vue, c'est ce que tu appelles les égos. En réalité, dans le judaïsme, ou dans le chrisme, un sage, c'est pas quelqu'un si on traduit le mot sage, en hébreu c'est chacham. En arabe c'est hakim, celui qui sait. Mais en réalité, le sage dans le judaïsme, c'est celui qui est talmid chacham, l'élève sachant. Et donc, on ne peut être réellement un sage que si on a l'humilité de ne pas se considérer comme étant le sage.
c'est la référence absolue. Or, ce qui a dérouté beaucoup de nos concitoyens, me semble-t-il, c'est que sur un même plateau télé, on pouvait avoir deux scientifiques validés par les mêmes types de diplômes, les mêmes reconnaissances académiques, et qui à un moment disaient blanc et l'autre disait noir, avec les mêmes arguments, le même toupet, la même absolue conviction d'avoir raison que l'autre avait tort. Or, je pense que la science doit se construire dans jamais l'unanimité. Et donc, c'est de cette capacité à juger entre les arguments des uns et des autres que le politique devait faire son choix, il devait faire sa vision, il devait proposer sa vision. Je le vois à mon niveau, lorsque, vraiment, je veux vous le redire, j'étais alerté par ce programme de l'Académie des sciences, et donc lancé une alerte avec un message à toutes les SNEL de France, avec la seule erreur de l'époque, rétroactivement, j'étais fou, mais bon, c'était ce que tout le monde disait, je dis, il y a distance physique, tout, pas besoin de masque. Je me rends compte que, en réalité, j'ai été aidé par les médecins, il y a une association qui s'appelle l'AMIF, l'Association des médecins et des invalides de France, à qui j'ai demandé de valider chacune de mes décisions, mais après je prenais la décision, moi. Et donc je pense que dans le corpus de la société, les scientifiques sont ceux qui doivent éclairer les décisions des politiques, mais jamais prendre des décisions à la place des politiques. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'adhère tout à fait à ce que tu disais, parce que au fond, de qui on attend quelque chose, c'est des scientifiques, mais dans la mesure où ils sont capables d'avoir l'humilité de considérer que quelqu'un d'autre peut trouver ce qu'eux n'arrivent pas à trouver, et qu'ils ne détiennent pas la vérité, ils la détiennent à un moment en fonction des données de ce qu'ils maîtrisent. Mais que quelqu'un d'autre à l'étranger peut maîtriser différemment. On voit à quel point, par exemple, les scientifiques ont eu confiance dans les données proposées par les Chinois, et dans la réalité, ce n'était pas aussi précis que je suis sûr qu'ils avaient vraiment confiance dans les données. Bon, en tout cas, on a démarré une réflexion là-dessus. Et je vois que dans la société, finalement, il y a une sorte de dictature de la blouse blanche, appelons-la comme ça, qui a été illustrée par l'expérience incroyable de Milgram, qui est une expérience terrible, où on voit comment quelqu'un peut abdiquer de sa conscience personnelle s'il a le sentiment d'être protégé par l'autorité d'une blouse blanche. Et je pense que la société doit savoir se construire en se tournant vers celles et ceux qui savent, mais en gardant sa propre responsabilité. Est-ce qu'on a perdu pas confiance dans les médecins? Est-ce que les médecins ont confiance dans la société? Voilà la vraie question. Bon, moi, je ne suis pas interrogé, mais je vais quand même dire deux petites choses. Oui. La première chose, il ne faut pas confondre médecin et scientifique. Voilà, c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que quand tu entends dire la science ne se fait jamais dans l'unanimité, j'explose un peu. C'est la science en train de se faire qui est en débat. Bien sûr. Mais à bout d'un certain temps, il y a un consensus. On ne changera pas la loi de gravitation, on ne changera pas l'ADN, on ne changera pas les choses de base. Donc il y a une partie de la frange. Ce qui est en découverte, ce qui est en découverte, mais c'est du débat que naît la possibilité. Exactement. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième question. Selon Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Une guerre contre un ennemi, contre un virus. Diriez-vous que le coronavirus est notre ennemi? Ou plus généralement, diriez-vous que les virus sont les ennemis de l'espèce humaine? Alors je vais donner la parole d'abord à Ray. Je pense que c'était une phrase de politique. Je ne pense pas que nous soyons en guerre, parce qu'une guerre implique une volonté d'un ennemi de nous terrasser, et je ne pense pas qu'il y ait une volonté construite d'un virus de se prononcer contre l'espèce humaine. La nature de notre vie, c'est que nous sommes entrelacés avec d'autres vivants, et c'est d'ailleurs tout le problème de la guerre bactériologique, c'est que c'est difficile un vivant contre le vivant. Mais il n'y a pas une guerre au sens d'obligation générale. Il y a l'idée que, en revanche, c'était ça probablement ce que le président veut dire, c'est que nous sommes tous responsables de nos actes, de la distance qu'on prend avec les autres, de la protection pour nous et pour les autres, et en cela, il y a une mobilisation. Mais pas une guerre au sens qu'on va faire couler le sang impur des ennemis, des virus sur notre terre, etc. Les virus n'ont pas de sang. Donc on est donc dans une image pour expliquer les choses, mais pas dans une réalité. Malheureusement, on a connu dans notre histoire la guerre, et on sait que c'est une autre situation. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'on ne peut pas considérer que c'est à d'autres de faire le travail, c'est à nous de le faire. Mais je pense que Pascal expliquera beaucoup mieux que moi ça. Alors moi, je pense quand même qu'il y avait un problème médical qui était extrêmement important. Je pense qu'il y avait vraiment un virus tout à fait nouveau qui est arrivé en France, mais qui est arrivé sur la planète entière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les virus n'attaquent pas que les hommes, parce qu'ils attaquent aussi bien les animaux que les plantes. Et d'ailleurs, le premier virus qui a été découvert,
c'est le virus de la mosaïque du tabac, et c'était un virus qui attaquait les plantes. Les virus, ils attaquent aussi les animaux. Le premier virus animal qui a été découvert, c'est le virus de la fièvre afteuse. Donc en fait, les virus sont quand même extrêmement importants, et ils attaquent même les bactéries. Et ce que je voulais dire, c'est que les virus, ils attaquent les bactéries, et donc ils tuent les bactéries. On peut se demander pourquoi, dans tout l'équilibre du monde entier, il y a des virus qui attaquent les bactéries. En tout cas, au moment où il y a des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, il y a des pays où on a le droit d'utiliser les virus qui tuent les bactéries pour guérir d'infections bactériennes qui sont résistantes aux antibiotiques. Si vous avez un gros abcès dû à un staphylocoque, vous pouvez prendre un virus de bactéries, tuer les bactéries et guérir. Alors maintenant, la grande question que je pose au grand rabbin, c'est finalement, dans l'équilibre des écosystèmes, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des virus qui sont apparus et qui sont encore là et qui se promènent et qui font des ravages? Moi, je pense que c'est une vraie question d'évolution et je n'ai pas la réponse. Bon, moi, j'ai une idée de ce point de vue que c'est pas la taille du virus. On a l'impression que voilà, quand on voit Jurassic Park, on se dit voilà, les ennemis, c'était les tyrannosaures, le T-Rex, etc. Là, c'est bien énorme, massif, ça a des grandes mâchoires et ça mord bien, on comprend bien le problème. Le virus, c'est finalement un organisme, pour un genre organisme, qui a sa propre logique, mais il n'a pas une volonté pour attaquer quelqu'un. Un tyrannosaure, lui, il veut, dans Jurassic Park, il veut dévorer les enfants. Mais dans notre histoire, on utilise cet organisme pour faire quelque chose. D'une certaine manière, quand l'exemple que je t'ai donné sur le staphylocoque, c'est nous qui l'utilisons. Oui, donc, là, oui. En gros, il y a un écosystème qui fait qu'il y a des petits organismes et des grands organismes, et que tout le monde doit trouver un équilibre, et que chacun est nécessaire à un équilibre global. Non, si on a la foi, on le croit. Il est impensable que quelque chose ait été créé qui n'a pas une finalité. C'est ça. Là, je crois qu'on pourrait discuter des Et heures, on mais peut. je crois qu'on ne sera pas d'accord. Alors, je passe à la troisième et dernière question. Ma petite fille, qui a 6 ans, m'a dit l'autre jour qu'elle avait vécu son premier confinement, avec un peu de pessimisme dans la voix. Pensez-vous qu'il faille présenter une vision optimiste du futur à nos enfants? Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas que les enfants qui ont vécu leur premier confinement, il y a beaucoup d'adultes qui ont vécu leur premier confinement. Et je ne suis pas sûre qu'il y aura d'autres confinements. Il y aura peut-être des petits confinements, mais je pense qu'on a tiré beaucoup de leçons de cette épidémie, de cette pandémie, et qu'on est maintenant beaucoup mieux préparé si un grand danger arrivait. Donc, est-ce qu'il faut avoir une note pessimiste ou une note optimiste pour nos enfants? Je pense qu'il faut avoir une note optimiste. Parce que pour la première fois, tout le monde s'est posé des questions au niveau planétaire. On a discuté au niveau de toute la planète, et finalement, les questions qui intéressent les enfants à l'heure actuelle, ce sont les questions d'écologie, les questions d'équilibre de la planète. Et jamais tous ces débats n'ont été aussi bien sur la scène, et je pense que les enfants peuvent avoir espoir que maintenant on a pris conscience que tout ce qui se passe, par exemple à l'autre bout du monde, peut se passer chez nous, et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large de ce qui se passe chez nous. Aïe. Moi, je suis d'accord avec Pascal. Encore? Oui, comme toujours. Parce qu'évidemment, parce que c'était très joliment dit. Mon premier confinement. Dans sa tête, elle se dit, il y en aura d'autres. S'il y a un premier, c'est qu'il y en a d'autres. En réalité, on a tiré une expérience. Et Elie Wiesel disait une chose magnifique, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et je crois que quand on se rend compte qu'on a transmis à une enfant de 6 ans l'idée qu'on va tirer une expérience, un enseignement de tout ce qu'on a vécu, c'est finalement rassurant pour le futur. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur notre expérience, sur nos échecs, sur nos doutes, notre questionnement, y compris sur savoir c'est ce que c'est un organisme vivant, un organisme pas vivant, toutes ces questions, brusquement, qui étaient réservées à une élite scientifique, et qui devenait brusquement le sujet du 20h, le sujet que tout le monde voulait traiter. Et bien, tout cela nous fait prendre conscience du fait que nous avons une vie interconnectée, que nous avons besoin des liens sociaux avec les autres. Que finalement, s'enfermer, c'est jamais se couper du monde et se couper des autres. Et ni s'enfermer physiquement chez nous dans le confinement, ni nous enfermer dans notre pays, dans notre continent, dans notre quant à soi. Et je crois que je suis optimiste, moi en tout cas je suis profondément optimiste, d'abord par nature, et deuxièmement parce que Pascal l'a dit, et troisièmement parce que c'est une projection dans des nouveaux possibles. On a découvert une autre façon
d'être humain interconnecté. Et finalement, oui, l'aile de papillon qui bat au fin fond du Wuhan, elle nous concerne. C'est une façon de dire je suis le frère de mon prochain. Très bien. Merci beaucoup et je vous attends sur le site de l'Académie des sciences pour Et télécharger du matériel pédagogique, des tas de choses que vous pourrez faire avec les jeunes. Merci.